C'est un danger que de se rendre compte que depuis des décennies, une jeunesse se met toujours à critiquer l'État, mais ne fait rien. Nous sommes en train de pérenniser l'acquis de ceux qui sont là, si nous ne menons pas des actions concrètes. Bienvenue sur Finesango, le podcast qui met en lumière les parcours inspirants et les idées novatrices. Nous avons aujourd'hui un invité particulier qui a un profil à la fois analytique et entrepreneurial. Il est un économiste avec une expertise en finance et gestion de projet. Il a eu à travailler au cœur des institutions étatiques à Bangui et aussi dans des institutions bancaires au Sénégal. Actuellement, il travaille sur son projet personnel qui consiste à la fabrication de pain à base de farine de maïs. Nous allons plonger dans son parcours, explorer ses compétences et comprendre comment il a pu passer de la finance et de l'entrepreneuriat. Bienvenue Emmanuel. Merci Thierry. Comment te sens-tu? Très bien, Très en forme. en forme. Tu es bien habillé en tout cas. Ah, merci beaucoup. Alors, pour mieux comprendre ton évolution, revenons un peu en arrière. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir l'économie et la finance comme domaine d'études? Merci pour la question. J'avoue que l'économie et la finance n'étaient pas pour moi un rêve de gosse. Et moi, déjà, en faisant la classe de seconde C, étant orienté en classe de seconde C, je me vois déjà dans une blouse blanche en train de traiter des patients. Bien entendu, je pensais à faire la médecine, mais le déclic s'est produit lorsque j'ai croisé un aîné. C'est un ancien directeur d'une société parapublique à Bangui qui était économiste et il a aussi fait un peu de la science de gestion. Alors c'est quelqu'un que j'ai eu à fréquenter pendant plus d'une année, voire deux d'échanges. Et on a échangé sur les problèmes économiques, microéconomiques, macroéconomiques. Et petit à petit, progressivement, je commence à prendre le goût de l'économie. Entre-temps, j'étais à la faculté de sciences en train de faire la chimie, biologie, géologie. Mais je parie que la rencontre avec ce ténè a été vraiment un déclic pour moi. C'est ce qui m'a vraiment poussé à tenter, pourquoi pas, une aventure en tant qu'économiste et financier par la suite. Une seule rencontre peut changer beaucoup de choses. Et il y a deux termes qui sont sortis, macroéconomie et microéconomie, et nous allons l'explorer dans la suite. Alors, peux-tu nous parler de ton parcours académique et des moments marquants de ta formation? Mon parcours académique. Voilà, j'ai commencé mon parcours académique à Bangui. Ça a été un cursus normal. Le primaire, le lycée, l'université, où j'ai eu à passer 5 bonnes années là-bas. Et voilà, comme je vous l'avais dit, ça n'a pas été pour moi un rêve de gosse de devenir économiste. Mais en fin de compte, je n'ai pas regretté le fait que j'ai eu à toucher à l'économie. Et aujourd'hui, je peux vous assurer que je suis très content et je suis fier de moi, de ce que je suis en train d'accomplir. Et beaucoup d'autres choses qui viendront certainement que je vais accomplir. Et donc, voilà, je suis titulaire d'une licence en économie et gestion. Je suis titulaire d'un master en ingénierie des projets. Et c'est après mon passage à l'Agence centrafricaine d'exécution des travaux publics, la GTIP-CAF, que j'ai eu à mettre le cap sur Dakar pour venir faire un autre master en finance. Le gars, il a plusieurs casquettes. C'est une force tranquille qui est là et qui chapeaute plusieurs domaines. Donc, nous allons découvrir en profondeur, mais y a-t-il des moments marquants pendant votre formation? Des moments marquants. Oui, bien sûr. Bien sûr. Quand j'étais encore au pays à l'université, j'ai traversé beaucoup de choses dont je me réserve de donner les détails ici. Mais je me rends compte que je suis quelqu'un de résilient
parce que j'ai fait beaucoup de sacrifices. Par exemple, à ma deuxième année d'économie à l'université de Bangui, je crois pendant 6 voire 7 mois, on a fait cours les dimanches de 8 heures à 18 heures. Et c'est pas donné à tout le monde d'accepter de telles conditions parce que normalement, les cours se font au milieu de la semaine et le dimanche, c'est un jour de week-end. Voilà, on fait cours les mathématiques économiques de 8 heures à 12 heures. Et après une pause d'1 h 30, 2 heures, on reprend avec la comptabilité analytique de 14 heures à 18 heures. Mais ça n'a pas été facile. Faire cours du lundi au lundi, c'est pas facile. Nous n'étions même pas nombreux. Normalement, dans l'amphithéâtre, nous étions au nombre de 500 et quelques en deuxième année. Wow. En deuxième année d'économie. Et puis, voilà, dans un effectif pléthorique, les conditions sont difficiles. Il y a la chaleur. Parfois, le professeur ne veut pas parler à voix haute pour nous permettre de saisir la portée de ce qu'il dit. Parfois, il y a des collègues qui ne sont pas forcément concentrés comme toi. Et tout ça là, c'est des choses que tu subis. Permettez-moi d'ajouter ceci, j'ai connu des échecs et des victoires. Et voilà, par exemple, en classe de terminale, je n'avais pas accepté le fait que j'ai échoué au bac. Ça a été vraiment un combat difficile à mener pour moi parce que moi, je me dis que je suis suffisant, je suis sûr que l'examen là, je vais l'avoir au cours de l'année parce que je me suis mis dans les conditions pour être admis dès ma première année, mais ça n'a pas été le cas. Mais je l'ai accepté à un moment donné et j'ai repris la classe de terminale. Et ce que je souligne, c'est quoi? C'est que quand j'ai repris la classe de terminale, c'est là que je me suis rendu compte que, ouais, mais honnêtement, Il y a énormément de choses. ouais, il y a beaucoup d'autres notions que je n'avais pas forcément maîtrisées. Et donc, c'est là que j'ai commencé à prendre conscience progressivement. Et voilà, je me suis organisé à nouveau. Et la deuxième année, je suis sorti tête haute dès le premier tour. Et ça a été une victoire qui a marqué le cours de ma vie. Donc, il n'y a rien d'impossible quand tu te dis que voilà, tu as un objectif à atteindre et que tu te mets à travailler pour ça. La résilience est le mot d'ordre de Emmanuel. Il a eu à échouer au bac une fois. Il ne s'est pas arrêté là. Il s'est donné encore le courage une deuxième fois de l'affronter. Ce qui reflète exactement l'expression qui dit, je peux paraphraser, la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est le pouvoir et la force d'avoir essayé encore une autre fois. Alors, Emmanuel, en tant qu'économiste, quelles sont les compétences clés que tu as eu à développer au fil des années? Waouh, pertinente question. En termes de compétences, il y en a une pléthore, mais on est tenu par le temps, donc je vais me focaliser sur quelques-unes. Alors, de nos jours, l'économie a une place vraiment capitale dans la vie, dans la société, dans nos décisions. Nous sommes impactés par des comportements plus ou moins économiques, sont parfois que nous ne nous rendons pas compte, mais nous prenons des décisions à base de la rationalité économique. Et donc, aujourd'hui, je suis à même de vous dire que, en termes de compétences, moi déjà, étant économiste, je sais manipuler l'outil statistique. Je sais manipuler les statistiques, l'économétrie et les outils de technologie qui accompagnent cela. Et donc, la statistique, par exemple, c'est une branche de l'économie qui aide à une meilleure prise de décision. Ça vous permet de faire des prévisions dès le début d'un projet, que ce soit productif ou un projet de développement. Les statistiques sont un outil vraiment indispensable et étant économiste, je suis à même de vous dire que aujourd'hui,
j'ai des compétences en statistique qui me permettent peut-être, si j'ai un supérieur hiérarchique ou j'ai un chef d'entreprise en face de moi, je peux l'aider en utilisant les statistiques pour une meilleure prise de décision. Alors, mon autre casquette, je suis économiste des projets. Donc, étant économiste de projet, je suis capable de concevoir et d'élaborer des projets tant productifs que de développement. Alors, je suis en mesure de planifier les activités d'un projet. Je suis aussi en mesure euh, de proposer des solutions pour un projet d'investissement. Par exemple, dans notre jargon de la finance, un projet d'investissement, c'est un projet qui permet de mobiliser des capitaux pour mettre en exergue un investissement qui est déjà un risque. Mais nous sommes en mesure de dire si le projet peut échouer ou non. Par exemple, en calculant la valeur actualisée nette. La valeur actualisée nette, c'est une valeur qui permet à un économiste de dire ou non si le projet sera rentable. Alors, je m'en vais dire que si aujourd'hui quelqu'un veut investir dans un projet, il suffit de calculer la valeur actualisée nette du projet, qui est une différence entre les flux de trésorerie que générera le projet et le capital initial. Si la différence est supérieure à zéro, déjà ici, je peux conseiller l'investisseur ou l'entrepreneur à s'engager dans ce projet. Au cas contraire, si la valeur nette actualisée est égale à zéro ou inférieure à zéro, là, il y a problème. Voilà. Bon, vous voyez, il y a tant de compétences en tant qu'économiste, en tant qu'ingénieur de projet, en tant que financier. Ça fait beaucoup d'informations, mais s'il y a une chose qu'on doit retenir en partant de cette question, c'est il a cette capacité de pouvoir vous aider, de pouvoir nous aider à lancer un projet. Il a cette capacité à nous dire ce projet-là peut être rentable ou pas, et voilà ce que ça peut nous rapporter. Tu as eu des expériences professionnelles enrichissantes, notamment dans les institutions étatiques à Bangui, ici au Sénégal aussi. Tu as eu à travailler pendant un temps dans une banque de la place. Peux-tu nous raconter ces expériences? Quels ont été les défis et les leçons les plus importantes? Déjà, ça a été une belle expérience à Bangui, vu que j'ai commencé à apprendre à travailler quand j'étais à Bangui. Et j'ai aimé l'environnement dans lequel j'ai travaillé à Bangui parce que, par exemple, lors de mon passage à la GTIP CAF, c'est une agence où le travail démarre à 7h30. Tu arrives après 7h30, le portail est fermé. Tu ne peux pas entrer, tu restes en dehors de la clôture autant pour moi. C'est déjà un comportement qui a forgé en moi la discipline. Je me dis dans ma tête chaque nuit que je dois me lever très tôt. Je dois me lever très tôt. Et parlant de l'environnement, j'ai eu à côtoyer beaucoup de personnes, beaucoup de cadres de différents domaines qui m'ont aidé, qui m'ont partagé leur expérience. Vu que c'est une agence d'exécution de travaux publics, là-bas on a des experts en passation de marché, on a des architectes, des ingénieurs de BTP, des gestionnaires. Alors, l'environnement était plus ou moins ambiant. L'environnement était ambiant et j'ai beaucoup appris. Euh, Pendant mes 2 premiers mois, j'ai travaillé sur le projet de reconstruction économique et sociale au milieu urbain, qui a été un très bon projet pour notre pays. J'ai aussi travaillé sur le projet de relance de l'agriculture et de développement de l'agrobusiness en Centrafrique. J'ai aussi travaillé, bon, juste un peu, juste un moment, sur un projet qui consistait à clôturer l'aéroport international de notre pays pour des raisons de sûreté aéroportuaire. Et donc,
honnêtement, j'ai beaucoup appris à Bangui. Et ici à Dakar, je peux dire que ça a été encore plus difficile parce que la banque dans laquelle je travaille, c'est une banque du Nigeria, la First Bank of Nigeria, FBN Bank. Là-bas, l'environnement était plus ou moins anglo-saxon. Okay. Donc, c'était un peu compliqué, mais ça m'a permis de, de hausser la barre. Le niveau aussi. Oui, voilà. Oui, ça m'a permis de hausser la barre. Et j'étais affecté à l'agence de Tiaroy. C'était dans les banlieues de Dakar. Donc, il faut quitter la maison à 5 heures quand il faisait encore noir. Tout le monde était dans sa grasse matinée. Moi, je suis en train de partir au travail. Tiaroy, je crois, c'est entre 12 à 15 kilomètres dans les banlieues de Dakar. Et voilà, j'ai appris, j'étais commercial. Donc, mon travail consistait à présenter aux clients les services, les nouveaux produits et services de la banque, mis en valeur par la banque, et aussi les prospects qui sont les potentiels clients. Donc, j'ai beaucoup appris de cette banque. Au-delà de se focaliser sur la clientèle, de mobiliser la clientèle sur les produits et les services, nous travaillons aussi sur les dossiers de crédit. Voilà. Quand j'étais à l'école de finance, j'entends parler du crédit, mais je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas comment ça se passe. J'étais dans la théorie. Moi-même, j'ai eu à participer à l'élaboration, à la mise en place d'un dossier de crédit, de quelques dossiers de crédit, et on a accompagné les clients avec des conseils jusqu'à l'obtention du crédit. Et ça m'a permis de comprendre que voilà, il y a une nette démarcation entre la théorie et la pratique. La formation d'Emmanuel et ses expériences nous dit tout. C'est quelqu'un qui n'a pas de limite. Il a eu à passer par plusieurs domaines de formation et ceci se répercute dans son expérience professionnelle. Ton expérience en finance et gestion de projet est précieuse. Voyons comment tu appliques ces compétences dans ton quotidien. Alors, d'après toi, quelles sont les erreurs les plus courantes que les entreprises font en matière de finance et de gestion de projet? En matière de finance et de gestion de projet, les erreurs les plus courantes, déjà vite fait, je peux en relever deux sur le plan financier. Alors, moi, d'après mes travaux, mes expériences, mes recherches, les entreprises commettent un type d'erreur qui est lié le plus souvent à la mauvaise transparence. Vous savez, en comptabilité, la transparence est l'un des principes majeurs. Je donne un exemple. Par exemple, une entreprise qui gère mal ses déclarations fiscales. On sait, vous savez autant que moi, que les entreprises font face à l'impôt. Et c'est ce qui permet à l'État de générer des ressources pour financer ses missions régaliennes. Alors, il y a de ces entreprises qui sont peut-être, permettez-moi le terme, mal intentionnées, qui peuvent ne pas déclarer leur vrai chiffre d'affaires. Et un État n'est jamais faillible. Un État n'est jamais faillible. Un jour, l'administration fiscale peut te surprendre. Et on a plusieurs exemples qui justifient que les entreprises n'ont pas déclaré leur chiffre d'affaires, leurs bénéfices. J'ai beaucoup d'exemples. Au pays, par exemple, on a vu à un moment donné des entreprises où on a marqué fermé, où ils sont venus barricader la porte. Ça, c'est à cause d'une mauvaise transparence. Parce que si tu es transparent, tu vas conseiller au leader de l'entreprise, au top management, que voilà, cette année ou pendant une telle période, nous n'avons pas déclaré d'une manière transparente nos chiffres d'affaires, nos bénéfices. Ça fait que ça n'a pas permis à l'État de percevoir ce qu'il doit. Et quand l'État contre-attaque, ça devient un problème, comme je l'ai déjà mentionné tout à l'heure. Et l'autre problème, le deuxième problème en matière de finances que
les entreprises commettent le plus souvent, c'est la réticence à la dette. Je m'explique. Là, je suis dans le jargon économiste, mais je m'explique. La réticence à la dette, c'est ce comportement-là dont un entrepreneur veut toujours fonctionner à base des capitaux propres. Et ça, c'est un problème. Quand tu essayes de mettre ton propre argent dans ton entreprise, dans ton investissement, ça va t'empêcher à adopter un comportement rationnel. Par contre, quand tu es sous le coup de la dette, indépendamment de ta bonne volonté, tu seras forcé à avoir une attitude de rationalité pour mieux gérer tes finances, ta trésorerie, euh, ta comptabilité, en bref, ton patrimoine. Donc, l'expérience a toujours montré que les entreprises qui sont réticentes à la dette sont des entreprises qui connaissent beaucoup de difficultés. Parce que les banques sont là, les microfinances sont là, les sociétés d'investissement sont là pour accompagner les entreprises. Et on sait pertinemment que tout investissement, c'est un risque. Il faut oser, il faut prendre le risque de solliciter des capitaux pour te permettre d'être sous le coup de la dette et avoir un comportement rationnel en matière de gestion de tes finances. Alors, ce qui est fascinant chez toi, c'est que tu ne t'es pas arrêté à la finance. Aujourd'hui, tu travailles sur ton projet entrepreneurial ambitieux qui consiste à la fabrication de pain à base de farine de maïs. Pourquoi as-tu choisi ce secteur en particulier? Alors, permettez-moi de revenir déjà sur la situation macroéconomique de notre très chère République. Les deux mots qu'on avait mentionnés au début. Oui, Maintenant, on y est. justement. Alors, sur le plan macroéconomique, euh, d'après les rapports de la Banque mondiale et de la Banque des États de l'Afrique centrale, la République centrafricaine est un pays à forte dominance du secteur primaire, c'est-à-dire la production de matières premières. Alors, 50 à 60% du PIB de notre pays est constitué du secteur primaire. Mais la transformation et la mise en valeur posent problème. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, chez nous à Bangui, on produit du pain dans beaucoup de villes du pays. Il y a des boulangeries qui produisent du pain, mais à base de la farine de maïs qui est importée du Cameroun, parfois du Congo par la compagnie Fleuve. Alors, c'est ce qui fait que notre balance commerciale est extrêmement déficitaire. Nous, on n'exporte que des matières premières, mais nous n'avons pas cette vision-là de mettre en place des industries de transformation de ces matières premières. Et ça pose problème. Alors, c'est dans cette optique que moi j'ai pensé que, étant jeune, détenteur de projet, pourquoi pas oser? Pourquoi pas mettre en valeur la farine de maïs de mon pays? À ma connaissance, la société Usaka produit de la farine de maïs et c'est même la société Usaka qui fournit le programme alimentaire mondial, la représentation pays du programme alimentaire mondial chez nous. Mais si on met en valeur par exemple la farine de maïs, ça va partir d'un produit semi-fini à un produit fini. Là, ça va accroître sans doute la rentabilité. Parce que si on reste à l'état des matières premières, du secteur primaire, ça va continuer, malheureusement pour nous, à produire des déficits. Et même, je vais même au-delà. Par exemple, le secteur de la sylviculture. Nous exportons du bois à l'état brut dans beaucoup de pays, mais par contre, les pays qui achètent notre bois à l'état brut, qui achètent nos grumes, ils nous envoient des produits finis, chers. Ça crée, de, ça crée un problème économique. La balance est déficitaire, la balance commerciale de la Centrafrique pendant plusieurs décennies est déficitaire à cause de ce problème. Alors, donc aujourd'hui, je profite de ce micro pour lancer un vibrant appel aux jeunes centrafricains. Osez, sortez de votre zone de confort, prenez le risque de vous lever, d'essayer quelque chose.
Avant de revenir sur le terme macroéconomique, où vous allez nous expliquer dans un langage simple pour nous permettre, moi et ceux qui nous suivent, ce que ça veut dire, il y a quelque chose de très important que Emmanuel a eu à souligner, c'est l'exportation de nos matières premières. Prenons par exemple aujourd'hui, un kilo de café produit localement se vend à 300, à 200, mais un petit sachet de café transformé qui revient est vendu à 500. Non seulement il y a l'emploi qui est parti, il y a la fuite des capitaux et ça impacte notre produit intérieur brut. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on va se retrouver à un pays pauvre, sachant que nous-mêmes, on ne fait pas d'efforts pour aider notre pays. Et il est de notre devoir, nos jeunes, de se mettre au travail, de ne pas attendre les gros moyens, mais de commencer avec ce qu'on a, justement. Et les petits efforts d'aujourd'hui sont les forces du succès de demain. Alors, Emmanuel, pourrais-tu, dans un langage simple et familier, nous dire c'est quoi concrètement macroéconomie? Macro et microéconomie. Oui, En 2 mots. je viens de parler de la situation macroéconomique. C'est une situation économique sur le plan national qui s'intéresse à la vue économique, à la situation du pays, situation économique du pays à un moment donné. Par contre, si on parle de la microéconomie, c'est lorsqu'on s'intéresse à un seul secteur, à un secteur particulier, un secteur spécifique. Alors, Emmanuel, il est dans microéconomie du secteur de maïs, la transformation. Donc, alors, Emmanuel, quel a été ton déclic pour te lancer dans l'entrepreneuriat? Est-ce que tu étais fatigué déjà d'aller au boulot? Ou bien, qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui a incité cette envie-là de te lancer dans l'entrepreneuriat? Bon, déjà, vu que nous sommes un pays tributaire de l'extérieur, on importe presque 70 à 80% des produits manufacturés qui sont consommés dans notre pays. Je me suis dit, pourquoi pas moi? Pourquoi pas? Comme vous venez de le dire, les petits pas d'aujourd'hui font les grands succès de demain. Je peux essayer aujourd'hui, dans ce cheminement, je peux être la source d'inspiration pour un autre jeune qui va aussi oser essayer quelque chose. Et à force d'essayer, on va créer une chaîne de valeur. Peut-être consciemment ou inconsciemment, on va créer une chaîne de valeur. Parce que euh, si nous ne prenons pas la question de la destinée de notre pays en main, je ne vois aucunement une autre personne qui le fera à notre place. Donc voilà, c'est dans cette optique que moi je me suis dit, après les études, après quand j'ai fini mon master en projet, je me suis dit, on m'a équipé, on m'a donné tous les moyens. Comment concevoir un projet, comment planifier, comment exécuter, comment suivre, comment évaluer. Pourquoi ne pas tenter ma chance? Parce que quand tu es employé quelque part, tu travailles chez quelqu'un, ce n'est pas forcément tout ce que tu veux que la personne va faire. Exactement. Voilà, moi je me vois d'ici quelques années en On y entrepreneur. reviendra. Oui, Alors, peux-tu nous expliquer en quoi ce projet est innovant et quelles sont ses ambitions? alors en termes d'innovation, je reviens sur le fait que j'ai dit tout à l'heure que nous, on met en valeur la farine de blé. Pourtant, nous produisons le maïs chez nous, mais nous ne produisons pas du blé, on produit le maïs. L'innovation, c'est que je vais mettre en valeur un produit centrafricain. Un produit centrafricain. Et je crois, si j'ai bonne mémoire, au risque de me tromper, en 2002, le ministère du Plan, en collaboration avec le laboratoire des sciences économiques, des sciences agronomiques et biologiques pour le développement au niveau de l'université de Bangui, ils ont fait un test de production et de dégustation des pains à base de farine de maïs. Je me suis dit, wow, si j'étais à Bangui. Bon, c'est dommage. Et donc, l'innovation, c'est que on va mettre en valeur un autre produit. Ça va nous permettre aussi de tenir le langage des entrepreneurs. Et ça va nous permettre, ça va révolutionner le secteur de la production du pain.
Et la consommation locale aussi. Oui, la consommation, ça va stimuler la consommation locale. Il n'est pas tard pour l'initiative qu'a lancée le ministère du Plan. Donc, toujours avec ce projet, et je crois fermement que nous, au travers de ton engagement, révolutionner la consommation et la transformation locale. Alors, entre la théorie de l'économie et la réalité du terrain, en tant qu'entrepreneur, il y a une grande différence. Et ça se voit souvent dans les faits. Quelles sont les plus grandes difficultés que tu rencontres ou tu pourras rencontrer en lançant ce projet? La difficulté. Moi, je trouve plutôt que la difficulté majeure, c'est se résume en termes de financement. Parce que, étant un étudiant qui sort fraîchement de l'école, tu n'as aucune garantie pour mettre auprès des banques. Tu n'as peut-être pas une personne que tu peux porter comme garantie et ça pose problème. Donc, au niveau de l'accompagnement, les banques seront réticentes. Mais moi, je crois fermement en moi. Vu la pertinence de mon projet, je sais que, quelles qu'en soient les situations, j'arriverai à persuader les institutions financières de financer mon projet. Donc, c'est la difficulté que les entrepreneurs rencontrent le plus souvent, déjà. Ça ne sera pas seulement que dans le cadre de mon projet. Et donc, voilà. Je profite encore de ce micro pour lancer un vibrant appel à tous ceux qui nous écoutent que voilà, je porte un projet innovant, un projet pertinent, un projet qui mettra en valeur les ressources locales, en l'occurrence la farine de maïs. Donc voilà, j'espère que vous ne serez pas déçus de m'accompagner parce que je crois en mes capacités, je peux révolutionner un secteur. Emmanuel a tout le nécessaire pour réaliser ce projet, sauf le financement. Faisons confiance à la jeunesse et accompagnons les jeunes dans leurs différents projets, dans nos différents projets, parce que la force de demain et même celle d'aujourd'hui se repose sur la jeunesse. Et on a cette jeunesse-là qui est dotée des bagages nécessaires pour pouvoir nous transformer notre environnement. Alors, tu as croisé des chemins en recherche d'opportunités professionnelles et en pleine construction d'un projet entrepreneurial. En quoi ton expérience en finance et gestion de projet peut-elle aider dans cette nouvelle aventure? Déjà, mon expérience, c'est déjà un atout majeur pour moi, vu qu'en cas de mise en œuvre, en cas d'opérationnalisation du projet, je serai déjà une personne ressource pour piloter, pour dire ce qu'il faut faire, pour dire ce qu'il ne faut pas faire, pour me mettre en avant d'une équipe. Et donc, c'est un atout majeur. Et déjà, dans le secteur de la finance, des banques, des projets, j'ai quelques contacts avec lesquels j'échange le plus souvent. Et donc, par exemple, en cas de recrutement du personnel de mon projet, ça va me faciliter la tâche. Donc, aujourd'hui, euh, je me vois en personne ressource pour mon projet. Alors, sur le plan financier, forcément, je ferai partie de ceux qui vont jeter les bases euh, du fonctionnement de la trésorerie, la mise en place d'une comptabilité. Bon, le plus souvent, quand c'est un nouveau projet, on tient une petite comptabilité. Et avec le temps, Au fur et à mesure. oui, oui, au fur et à mesure. Et donc, voilà, je suis une des personnes ressources pour mon entreprise et j'ai cette forte capacité de mobiliser d'autres personnes comme moi pour m'accompagner. Emmanuel a déjà la casquette du comptable, donc il va assurer la comptabilité, conseiller financier, gestionnaire de projet, et donc c'est un projet réussi et déjà. Donc nous attendons juste de voir la réalisation et consommons le pain à base de farine de maïs. Alors, Emmanuel, où te vois-tu dans 5 ans? Et quels sont les projets à court, moyen et à long terme? À court terme, déjà, euh, je suis en train de mobiliser les moyens
pour arriver à convaincre un investisseur pour financer ton projet, il faut que tu sois cette personne-là qui est capable de proposer une partie du financement. Parce que tu ne peux pas te lever, demander des millions pendant que toi-même, tu as 0 fonds. Ça n'a pas de sens. Et donc, à court terme, je suis en train de mobiliser les possibilités, de mobiliser les opportunités pour que j'ai quelque chose d'abord avant que mon projet puisse être présenté sur la table des bailleurs. Et à moyen terme, je pense à un projet de création d'un cabinet de consultance en finance et en économie pour me permettre d'accompagner les entreprises parce que chez nous au pays, beaucoup d'entreprises expriment ce besoin-là, ce besoin d'accompagnement. Et donc, à moyen terme, j'ai le projet de créer un cabinet. Et à long terme, bon, c'est vrai qu'il faut rêver. À long terme, je me vois pourquoi pas un opérateur économique faire partie des décideurs de la sphère économique de mon pays d'ici 10 ans, 15 ans. Ça, c'est intéressant. Les idées géniales, c'est bon. Les compétences acquises, c'est nécessaire. Mais nous devons être le premier investisseur de notre entreprise. Pour aller demander à quelqu'un, il va falloir qu'on a quelque chose pour pouvoir montrer et qui peut motiver, pousser cette personne, cette institution à nous accorder un plus. Et je voyais déjà Emmanuel venir, son ambition n'est pas seulement de concentrer ses expériences et ses compétences sur lui-même, mais de pouvoir mettre au service des autres. D'où la naissance de ce cabinet-là. Et nous tous, on l'attend patiemment. Et surtout aussi, il faut investir dans la formation des jeunes aussi. Parce que tu as plusieurs casquettes regroupées en toi et les partager autour de toi est vraiment crucial dans le développement de notre pays. Alors, quel message voudrais-tu passer aux jeunes qui hésitent entre se lancer à l'entrepreneuriat? Un jeune qui veut s'engager sur des formations, mais qui ne peut pas, qui se croit peut-être insuffisant, qui se croit peut-être faible, qui pense ne pas être à la hauteur. Je l'avais déjà dit tout à l'heure, en tant que jeune, il faut oser. Il faut oser. Il faut sortir de sa zone de confort. Et je le réitère, c'est important. Quelqu'un a dit, si tu essaies de sortir de ta zone de confort, ça va agrandir ta zone de confort. Donc, prenons le risque. L'avenir nous appartient. Aujourd'hui, nous pouvons beau crier sur les toits que voilà, l'État ne fait pas ce dont nous avons besoin, l'État ne s'occupe pas de nous, l'État ne remplit pas sa charge régalienne. Mais nous, comme disait John Kennedy, autant pour moi, je ne demande pas à chaque fois ce que l'État a fait pour toi, mais questionne-toi ce que toi tu as fait pour l'État. Et c'est un danger que de se rendre compte que depuis des décennies, une jeunesse se met toujours à critiquer l'État, mais ne fait rien. Nous sommes en train de pérenniser l'acquis de ceux qui sont là, si nous ne menons pas des actions concrètes. Alors, donc, je lance, je ne sais pas si c'est une alerte, mais je lance un vibrant appel à la jeunesse de notre pays. Osez. Si vous osez, même si ça ne marche pas, vous aurez tiré des leçons de l'expérience et ça va vous permettre d'être résilient, comme je l'ai dit au début. Moi, je suis quelqu'un de résilient et je crois en moi. L'État a sa part de responsabilité, mais nous avons notre part aussi. Et les tâches sont partagées. Faisons déjà ce qui est à notre portée avant de réclamer ce qui vient de l'extérieur. Emmanuel l'a si bien dit, nous jeunes, nous avons l'énergie, la force et même la connaissance de pouvoir réaliser ce dont on pense être incapable. Et lorsqu'on ne veut pas sortir de notre zone de confort, c'est compliqué. Le changement, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Tant qu'on veut, on le peut, car il y a une expression qui dit « vouloir, c'est pouvoir ». Justement. Aujourd'hui, s'il y a des gens qui aimeraient bien entrer en contact avec toi ou bien qui veulent savoir
connaître davantage sur ton projet, est-ce qu'il y a-t-il des canaux, y a-t-il des moyens qu'ils puissent te contacter? Oui, bien sûr. Bien sûr. Sauf que moi, je ne suis pas trop fan des réseaux sociaux. Donc, je suis sur Facebook et je suis sur LinkedIn. Donc, la meilleure manière d'entrer en contact avec moi serait d'interagir avec cette vidéo en commentant, en likant et en posant des questions. Et donc, je crois que si vous posez des questions, Jerry va vous orienter envers vous pour me rencontrer. Bien sûr, et toi-même, tu seras là, c'est ta vidéo. Nous, on n'est qu'un canal de passage. Alors, Emmanuel, nous sommes presque à la fin de notre temps. Quelle est ton impression? Est-ce qu'il y a-t-il un mot de fin que tu aimerais partager à ceux qui nous suivent, ou il y a quelque chose qui te tient vraiment à cœur et que tu aimerais bien nous partager? Est-ce qu'il y a une expression qui te tient à cœur? Un mot de fin, déjà, je vais jeter des bouquets de fleurs à l'initiative Finisango. Parce que ce n'est pas aussi facile de voir un jeune se lever, comme on disait tout à l'heure dans les moments d'échange. C'est pas facile de sortir de sa zone de confort. Et c'est déjà une initiative pertinente que de donner la possibilité aux autres de s'exprimer, d'échanger, d'essayer d'inspirer d'autres jeunes. Et donc, vous avez mes soutiens, mes encouragements. Et autre chose, je tiens à solliciter tout ce qui nous regarde. Je vous invite également à encourager cette initiative parce que c'est ce dont notre pays a besoin. Des jeunes qui se lèvent pour entreprendre quelque chose. Et voilà, encore beaucoup de succès dans cette aventure. Merci beaucoup, Emmanuel, de ces mots d'encouragement à l'égard de Finisango. Parfois, quand on regarde cette vidéo, on a tendance à dire, bah, c'est deux personnes qui, voilà, échangent. C'est vrai, mais quand même, on est une petite équipe et il y a des gens souvent qui ne sont pas visibles, mais qui travaillent d'arrache-pied. Et s'il y a un message que nous pouvons lancer à l'issue de notre échange ce soir, c'est jeune, tu peux t'amuser, jeune, tu peux te faire plaisir, mais jeune, tu dois t'engager pour un combat qui est positif, qui peut apporter un plus parce que c'est l'héritage que nous aurons à mettre le jour où nous ne serons plus de ce monde. Et pour y arriver, il y a une personne qui nous a promis qu'elle ne nous laissera pas. Il y a Dieu qui est là. Ayons confiance en ce que nous faisons et faisons confiance à Dieu parce que lui seul, il a ce pouvoir, il a cette force de pouvoir nous accompagner. Nous sommes à la fin de notre temps. Merci à vous qui nous suivez. Si vous trouvez encore cet échange inspirant, intéressant, nous vous encourageons à partager autour de vous, partager à quelqu'un, recommander, parce que nous existons sur les différents réseaux, à savoir Facebook, on a un compte TikTok, nous sommes présents sur Instagram et nous avons aussi notre site web qui est accessible sur finisango.com. Si vous avez de quoi à nous partager, des encouragements, n'hésitez pas, nous sommes ouverts et peut-être que vous serez le prochain à nous partager votre expérience et vos ambitions pour le futur. Alors, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube, c'est là-bas que vous retrouverez l'intégralité de cette vidéo. Donc, encore une fois de plus, nous sommes infiniment reconnaissants à vous qui nous suivez, mais encore plus à Emmanuel qui a répondu présent lorsqu'on l'a appelé. Sur ce, nous vous disons à très bientôt. Et encore une fois de plus, merci Emmanuel. C'est moi qui vous remercie. Finisango, c'est bien plus qu'un podcast. C'est une communauté, un espace où chaque voix compte, où chaque histoire inspire, où chaque pas vers l'avenir a de l'importance. Alors, êtes-vous prêt à écrire votre propre légende ?